Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Drapeau noir de Dominique Maison, lu par Victorien Robert et publié aux éditions de La Martinière en 2024. Pour mon papa, ses valeurs et son engagement. Camarades, quand cesserez-vous d'être des gredins? Nestor Makhno. Tract défaitiste, circa 1917. Chapitre 1. Un matin d'avril 1934, à Paris. D'abord, ses bottes noires. Puis la silhouette massive d'un vendeur de journaux apparaît peu à peu, plantée au centre de la dernière marche, d'où elle domine le flux des voyageurs. Le crieur de rue tend sa une devant chacun d'eux et déclame d'une voix qui résonne dans le couloir du métro « Ne vous laissez pas soigner par des métèques. Charles Maurras réclame une médecine vraiment nationale. Demandez l'Action française !» Parmi les passants ainsi interpellés, un jeune homme sort de la station Reuilly Diderot en direction du boulevard, portant tous ses espoirs serrés sous son bras. Indifférent à la harangue du militant royaliste, il brandit de sa main libre le papier sur lequel il a noté avec soin l'adresse où il compte concrétiser ses rêves. Poussé par l'appétit de son inexpérience, il aspire à l'intensité. Son destin, qui a bien plus d'imagination que lui, s'apprête à lui en offrir de la plus étourdissante des manières. L'établissement vers lequel ses pas le dirigent se situe dans l'arrière-cour d'un immeuble de la rue Crozatier. Une plaque de bronze gravée indique « Imprimerie nouvelle Kaminski », au fond à droite. Mais le bruit de la rotative signale sa présence avec autant d'efficacité. Passé le porche, Pierre sent les effluves d'encre venir à sa rencontre. Il traverse la cour pavée, y croise un groupe de jeunes vendeurs de rue, aux bras chargés de piles de journaux, ce qui ne les gêne pas pour garder leur clope au bec. Il saisit des bribes de leur conversation. La présence d'un camelot à quelques dizaines de mètres suscite des commentaires acerbes. Une riposte s'organise. Mais la présence de Pierre arrête les échanges. Les mômes saluent le jeune écrivain d'un hochement de tête et s'éparpillent dans la rue pour aller refourguer leur cargaison à la sortie des bureaux, sur les grands boulevards et les artères marchandes de la capitale. La porte de l'atelier donne directement sur une linotype, devant laquelle un opérateur tape le texte de la prochaine édition de la revue anarchiste. Les unes, d'une sobriété tranchant avec l'agressivité graphique usuelle de la presse libertaire, tapissent les murs de la pièce. Le fracas de la rotative s'est arrêté. Elle attend qu'on la nourrisse avec un nouveau rouleau de papier. Cela permet au jeune homme de s'annoncer sans avoir à crier. Il tient à la main une épaisse liasse de feuillets dactylographiés. Son premier roman, fruit d'une année de nuits courtes, et dans lequel on peut lire, au-delà de ses maladresses, un condensé saisissant de ses idées et de ses illusions. Le chef d'atelier, aux mains et à la salopette tachée d'encre, envisage d'un air goguenard ce jeune garçon pâle et blond, perdu dans son costume mal taillé d'employé aux écritures. Il n'a pas le profil habituel des clients de l'imprimerie, et encore moins celui de ses salariés. Pierre lui tend son texte d'une main qu'il espère assurer. « Bonjour monsieur, je suis Pierre Semprin. Je travaille aux éditions De Noël et Style. On m'a conseillé de venir vous voir pour faire imprimer mon premier roman. 200 exemplaires, si c'est possible. Ce serait pour l'envoyer aux journalistes et aux éditeurs. Pour me faire connaître. » Le chef d'atelier siffle entre ses dents en frottant ses paumes sur son bleu de travail. « Mazette! De Noël et Style? C'est vous qui éditez Céline, c'est ça? C'est pas rien, Céline. C'est solide. Si votre bouquin ressemble à ça, ce sera pas mal. Excusez-moi, je peux pas vous le prendre maintenant, mes mains sont sales, dit-il en montrant ses larges paluches maculées de noir malgré l'essuyage. Posez-le donc là, sur l'établi de typo. Les singes n'y toucheront pas. La typo, on n'en fait presque plus. Vous le connaissez, Ferdinand? Oui, bien sûr, ment le jeune homme, qui n'a en tout et pour tout croisé qu'une fois le médecin fébrile dans un café de l'avenue de la Bourdonnais. Vous lui direz de la part de Lucien Kaminski qu'il en a dans le ciboulot et dans le calbut. Je n'y manquerai pas. Vous pouvez me dire combien ça me coûterait de faire imprimer 200 exemplaires?
demande Pierre en essayant de trouver un coin dégagé et à peu près propre sur l'établi, afin d'y poser son manuscrit. Ah, vous savez, jeune homme, c'est pas tant la quantité qui coûte, c'est la composition. Mais vu que vous êtes un homme de l'art, vous devez être parfaitement au courant de ces choses-là. Conscient du regard moqueur de l'imprimeur, Pierre se redresse pour prendre de l'assurance. On m'a dit que vous étiez très bienveillant avec les jeunes auteurs talentueux. Ouais, ça nous arrive. On essaie de ne pas penser qu'à l'argent. Pour le talent, on verra, répond l'imprimeur en désignant la pile de feuilles. Des professionnels avisés m'en ont déjà dit le plus grand bien, s'enorgueillit Pierre. Pourquoi ne vous les dites-ils pas alors? Vous savez ce que c'est. Il faut déjà être connu pour être publié, avoir écrit dans les journaux, et puis savoir faire parler de soi dans les dîners. Je débute. Il faut que j'amorce la pompe d'abord. C'est un plombier qu'il faut que vous alliez voir alors. Nous, on ne fait que dans l'impression. Moque le chef d'atelier avec malgré tout un ton suffisamment bonhomme pour ne pas blesser le jeune homme. Alors que Pierre cherche ses mots pour répondre à la raillerie de l'imprimeur, une jeune femme très agitée entre en trombe dans l'atelier. Ses yeux bleus à la vivacité de colibri parcourent le local et les dévisagent en abattement de cœur. Sa coupe de cheveux à la garçonne, ébouriffée par la course, son manteau noir ouvert sur une robe rouge carmin, captive le jeune homme, à tel point qu'il n'entend pas ce qu'elle leur dit. Alors que tous les employés se précipitent vers le fond du local, il reste figé devant l'établi. Elle se dirige vers lui, plante ses yeux dans les siens et l'attrape par la manche. « Dis, beau gosse, t'as envie de finir à Cayenne? Ce serait du gâchis. » Cayenne? Pourquoi? Des sifflets retentissent dans la cour. Une nuée d'hirondelles la traverse au pas de course, la pèlerine au vent et l'arme au poing. Quelques-uns sont ralentis par les vendeurs de journaux qu'ils arrêtent pour contrôler le contenu de leur pile. Les autres foncent droit vers la porte laissée ouverte de l'atelier. Sans réfléchir, Pierre attrape son manuscrit et suit l'arrivante qui le tire par le bras vers le fond du local, derrière les machines. Tous les employés et leur chef ont disparu par une trappe donnant sur les sous-sols de l'imprimerie. Il dévale la volée de marche. Derrière lui, la jeune femme verrouille la trappe avec un loquet et lui demande d'éteindre la lumière. Il tourne le commutateur et il se retrouve dans le noir. Il n'entend pas la fuyarde se rapprocher. Elle lui murmure à l'oreille. « Les Pandores vont mettre un petit moment à trouver la trappe et à la forcer. Viens, il faut qu'on s'esquive rapido. » À tâtons, il longe le mur de la cave. Pierre n'a aucune idée de leur destination. Il doit y avoir une issue. Sinon la fuite par cette voie n'aurait aucun sens. Il serait pris comme dans une souricière. Ils entendent les fuyards qui les précèdent et essaient de les suivre. Ils passent une porte, la jeune femme ferme derrière eux. Alors que Pierre continue sa marche tâtonnante entre des caisses de bois, il entend une allumette craquer. La lueur révèle une salle de stockage, d'une propreté et d'une salubrité étonnantes pour une cave parisienne. Sa compagne de fuite examine le contenu d'une des caisses et son visage fin s'éclaire. Elle plonge la main dedans et en retire des papiers qu'elle fourre dans les poches de son manteau, en gloussant. « Ali Baba Sésame, ouvre-toi !» lance-t-elle d'un ton espiègle. Pierre ne comprend pas la raison de cette joie. Il faut dire que depuis quelques minutes, il ne comprend guère la tournure des événements. Il se laisse porter, envoûté par cette silhouette de fée tourbillonnante qui plonge goulûment la main dans les caisses en riant. Il ne la connaît que depuis 1 minute, tout au plus. Mais il se demande déjà si, dorénavant, il acceptera d'ouvrir les yeux le matin sur autre chose que son visage souriant. Sa rêverie est brutalement interrompue par le fracas de la trappe qu'on défonce à la masse. La fée redevient fuyarde en un éclair et passe devant lui en trombe. « Ils sont efficaces, ces bâtards! Merde! Je me serais bien goinfré un peu plus. Viens, on file par les catacombes. » Une lourde porte, ouverte au fond de la réserve, débouche sur un petit passage humide et malodorant dans lequel ils s'engouffrent. Loin derrière eux, la lumière se rallume. Leurs poursuivants ont trouvé le commutateur. La jeune femme grimace, jette son allumette et accélère le pas en maugréant. « Magne-toi! Bien ma veine d'être déguisée en bourgeoise aujourd'hui. Saloperie de talons, c'est pas commode. » Il dévale une nouvelle volée de marche en pierre grossièrement taillée. L'humidité devient oppressante
Et l'odeur infecte. Sans nul doute, ils s'enfoncent dans les égouts. La faible lueur qui plonge sur eux depuis les grilles d'écoulement au plafond leur révèle un fleuve noirâtre, d'eau usée et de détritus, longé par un passage étroit sans parapet. Ils se collent à la paroi et avancent en crabe. Le moindre faux pas sur les dalles glissantes les précipiterait dans le flot d'ordures. Loin devant eux, ils distinguent des silhouettes. Les autres fuyards avancent, dos à la paroi. Ils parcourent quelques dizaines de mètres, avant qu'une agitation secoue le groupe qui les précède. Des jurons fusent, puis des cris de panique, suivis de coups de sifflet, hélas familiers. D'autres policiers remontent les égouts dans leur direction. Ils sont pris en tenaille. Le groupe au loin gesticule. Un employé plonge dans le flot dégueulasse qui coule à leurs pieds. Il n'en est pas question pour Pierre, qui préférerait encore Cayenne. À quelques mètres devant lui, des barreaux rouillés montent vers une plaque qui doit donner sur la rue. Sans mot dire, les deux fuyards se pressent vers cette issue et empoignent l'échelle fichée dans la roche. La jeune femme le laisse passer en premier. « J'espère que t'es costaud. Va falloir soulever la plaque. » Pierre glisse son précieux manuscrit dans sa ceinture et grimpe vers la sortie, son œuvre collée au ventre. Il pousse de toutes ses forces et tente de tourner la plaque alors que la présence des policiers dans le tunnel se fait pressante. Sa complice se glisse dans son dos au prix d'une acrobatie incertaine, pose les pieds sur le même barreau que lui et joint ses efforts aux siens. À deux, ils parviennent à dévisser la plaque et à la soulever assez pour la faire glisser. Ils s'extirpent du boyau et reprennent pied dans une impasse. De l'avenue Daumesnil, juste à côté, leur parvient le bruit de sabots de chevaux lancés au galop. La maréchaussée a déployé les grands moyens pour rattraper les fuyards, rendant la voie risquée. Sa compagne n'hésite pas longtemps. Depuis le rebord d'une fenêtre d'un bâtiment à un étage qui borde l'impasse, elle grimpe sur son toit, puis tend la main à Pierre pour l'aider à la rejoindre. Ils rampent jusqu'au faîte de la toiture, puis rejoignent le bout de l'impasse où un immeuble les sépare de l'avenue. Le long de cette construction bourgeoise, une échelle de ramonage permet de passer d'un toit à l'autre. Ils commencent l'ascension alors que les hirondelles émergent des égouts et envahissent l'impasse. Plaqués le long du conduit de la cheminée, invisibles depuis le sol, les jeunes gens gravissent lentement les 6 étages qui les séparent du sommet. Ils se hissent enfin sur le toit plat de l'immeuble et s'allongent pour reprendre leur souffle, alors que les cris des Pandores leur parviennent encore, même si la menace s'est éloignée. La jeune femme se redresse, rabaisse sa robe qui dévoilait ses jolis genoux, et sort un paquet de cigarettes de sa poche. « Ça va? T'as serluqué mon cul comme ça en montant ?» Pierre bredouille une dénégation rougissante qui provoque un rire moqueur chez sa compagne de fuite. « T'inquiète, y a pas de mal à aimer les belles choses. » Elle lui propose une cigarette, allume les deux et lui tend la main avec un sourire jovial. « Je m'appelle Nina. Et toi ?»« Pierre. Enchanté. »« Qu'est-ce qu'ils vous voulaient, les Pandores ? Je croyais que les journaux libertaires étaient à nouveau tolérés. »« À condition de ne pas être trop lus, oui. Mais c'est pas ça qu'ils sont venus chercher. » Elle plonge la main dans son manteau en maugréant contre sa tenue maintenant sale et débraillée. En sort une poignée de billets de banque froissés qu'elle a récupérés dans la cave. Cet imbécile de Kaminski est un illégaliste qui croit provoquer la ruine du capitalisme en inondant les rues de faux talbins. Un illégaliste ? Qu'est-ce que c'est ? Un anarchiste illégaliste. Ceux qui prônent l'action criminelle contre la loi des gouvernements capitalistes. Le vol, la contrebande, la fausse monnaie. T'es pas anarchiste ? Non, je suis écrivain. Ce que t'es drôle, s'esclaffe Nina. Et mignon en plus. Écrivain, drôle et mignon. Je commence à être contente d'être venue récupérer mes tracts aujourd'hui. Même si je vais repartir sans. Putain de Pandore. Mais on n'a rien à voir avec cette fausse monnaie. Alors pourquoi on a fui ? Tu crois que les vaches font la différence ? Ils raflent tout le monde, il faut des coupables. La fausse monnaie, ça les rend dingues. Les juges aussi. Faut pas toucher à leur cagnotte. Tu prends perpète direct. Alors nos bonnes tronches n'auraient peut-être pas suffi, surtout que moi je trimballe déjà un joli petit tas de fiches au sommier. Franchement, ne pas filer, ça aurait été jouer le restant de tes jours aux osselets. T'as bien fait de me suivre. Et toi, Nina, tu es anarchiste ? Et comment ?
Je suis un vrai petit bâton de dynamite, Trésor. J'attends juste le bon moment pour tout faire sauter. Plastronne la jeune femme, en montrant d'un geste large de la main Paris qui s'étend à leurs pieds. Chapitre 2. Tout ça, c'est qu'un gigantesque mensonge. Une colossale escroquerie. Vitupère Nina, debout sur le toit. On nous fait croire que ces dômes dorés, ces bâtiments majestueux, ces grandes avenues, cette tour en acier, c'est pour nous, ou c'est pour la France qui serait à nous. C'est une blague, tu le sais bien. Le peuple y touchera jamais à ces dorures. Elles sont réservées à une poignée de bons bourgeois ventripotents et moustachus. Ce qu'on a, nous, c'est la misère, l'usine ou la mine jusqu'à l'épuisement, le fouet dans les colonies, le canon pour les soldats. On crève, nous, c'est tout ce qu'on fait. On crève parce que les journaux, les radios et les gouvernements de ces bons gros bourgeois nous racontent que c'est notre devoir de trimer pour qu'ils continuent de se gaver toujours plus, de plus en plus. Ils nous envoient à la guerre, ils nous envoient au fond de la terre, aux quatre coins du monde. Ils nous asservissent avec leurs fables. Il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de morale. Tout ça, ce ne sont que des chaînes pour nous faire accepter l'impensable. Quel pouvoir j'ai, moi, en tant que femme, de toucher à ces dorures, hein? J'ai même pas le droit de participer à la grande pantalonnade du bureau de vote. Militer pour le droit de vote des femmes? Pour qu'on puisse aller se faire baiser? Je crois que ce droit, on l'a déjà, merci. Mais quelle chance on me laisse? Écarter les cuisses, me faire fourrer par un gros bourgeois, et si je me tiens bien, peut-être qu'il me collera un marmot et voudra bien le reconnaître? Voilà la seule chance que j'ai de toucher du doigt leur richesse. Qui crèvent tous. J'en veux pas de leurs mensonges. Nina s'enflamme. Elle marche de long en large sur le toit, pointe du doigt les bâtiments majestueux de la capitale et crache vers le Sacré-Cœur, le tombeau des communards. Mais les regards inquiets que Pierre lui jette l'aident à retrouver son calme. Elle se rassoit à côté de lui, retire ses chaussures et se masse les pieds. Ces chaussures de bourge me font un mal de chien. On voit bien qu'elle court pas souvent, ces gueuses. Moi, je suis une fille qui court. Ça te dérange pas trop? Non, du tout. Même si je ne te cache pas qu'être coursé par les vaches n'est pas dans mes habitudes. Tu t'y feras, beau gosse. Et si tu continues à me regarder avec ces yeux de merlan, t'auras pas le choix. Faudra que tu te mettes à courir aussi. La jeune femme extirpe le reste des billets de ses poches. Elle pose plusieurs milliers de francs en billets de 100 devant eux. Une somme importante pour Pierre, qui tire le diable par la queue depuis qu'il a quitté sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Les vaches vont relever les numéros et les communiquer à tous les grands magasins et restaurants. Si on veut en profiter, il faudrait les claquer dans des petites boutiques. Mais hors de question pour moi de voler un travailleur. Autre solution. Faire vite. Donc dépenser tout ça avant demain soir, dans les plus grands magasins. Ça te dirait d'aller faire la bringue? On a 10 000 balles à cramer d'ici demain. De quoi se marrer? Pour une fois qu'on peut toucher les dorures, faut pas se priver. On risque gros, non? Moi, je prendrais cher. Cayenne, jusqu'à ce que mes nichons me tombent aux genoux. Toi, tu pourrais sans doute t'en tirer avec moins, en plaidant la bonne foi. T'as pas la tête ni le casier d'un faux monnayeur. Mais t'inquiète, on va pas se faire poisser. Les talbins sont bien fichus, et les numéros ne doivent pas encore circuler. Les vaches ne sont pas aussi rapides. À la moindre objection, Pierre passerait pour un lâche aux yeux de la jeune tornade. Il ne s'y risque pas. Leur folle course contre la montre commence par les grands magasins de la rive droite. La Belle Jardinière, la Samaritaine, le Printemps, les Galeries Lafayette, les grands magasins du Louvre. Pierre découvre cet univers foisonnant qu'il pensait à tort exclusivement féminin. Dans ces ruches bourdonnantes où tout abonde, il est sidéré par l'aisance avec laquelle Nina abandonne sa gouaille et ses provocations langagières pour se composer un phrasé et une attitude de nanti. Malgré les accrocs et les taches récoltées dans les égouts, sa tenue fait illusion, et il ne rencontre aucune résistance. Elle se fait montrer un grand nombre de robes, manteaux, chaussures et lingeries dans des salons privés, pendant que Pierre boit du champagne au bar, tous charmants, de ces temples de la vie parisienne. Malgré sa tenue modeste, qui lui vaut quelques regards méprisants, il se laisse aller à jouer aux grands bourgeois dans les fauteuils profonds, lisant la rubrique littéraire de La Liberté, ou se délectant des derniers rebondissements de l'affaire Stavisky dans l'œuvre. Sous les coupoles colorées, au prix d'innombrables montées et descentes d'escaliers mécaniques, ils refont leur garde-robe,
avec pour Nina une inclination manifeste pour les créations d'Elsa Schiaparelli, pour lesquelles elle disperse une grande partie de leurs billets magiques. Pas un des vendeurs ne manifeste le moindre doute concernant leurs moyens de paiement. Leur obsession de la vente les aveugle. Alors qu'en fin d'après-midi, Pierre se détend au bar du Printemps, un homme attire son attention et celle des serveurs. Debout au comptoir, vêtu d'un costume jaune et vert à la coupe impeccable, avec pochette, gilet et lavalière en soie assortie, il joue distraitement avec sa canne au pommeau ouvragé, tout en jetant régulièrement un regard impatient vers la porte. Le dandy étrange, qui trempe ses lèvres dans une coupe de champagne où baignent quelques mûres, ne se soucie guère des spectateurs. Son extravagance doit l'avoir habitué au regard étonné. Son air irrité ne le quitte que lorsque Nina entre dans le bar, au public jusque-là exclusivement masculin, et se jette à son cou sous l'air désapprobateur des barmen. Il laisse faire, n'osant pas contrarier une cliente qui flambe avec autant d'emphase depuis 2 heures. Les deux inconvenants esquissent une joyeuse danse. Le dandy soulève Nina du sol et la fait tourner. L'envol de sa robe légère dévoile un peu trop ses jambes. Ils se lancent ensuite dans une conversation enjouée, sans que la jeune femme ne se soucie de la présence de Pierre. Celui-ci en conçoit une brûlure d'amertume, expérimentant un sentiment de jalousie qui lui était presque inconnu. Le jeune homme a connu son lot d'amourettes et de soirées dans les bobinards de sa province berrichonne natale. Mais sorti de quelques embrasements adolescents, il est assez novice en sentiments. Les héros de ses lectures se lèveraient et gifleraient l'homme qui se permet de telles privautés envers sa compagne. Il ne la connaît pas encore assez pour cela. Il se couvrirait de ridicule. Il a bien compris que Nina est libre, fougueuse, et qu'il va devoir apprendre à respecter cela s'il veut rester auprès d'elle. Se composant une bonne figure, il prend son mal en patience. La conversation ne dure que quelques minutes, pendant lesquelles il croit voir l'homme glisser quelque chose dans la poche de Nina. Enfin, le dandy sort du bar au soulagement manifeste du personnel et des notables avachis dans leur fauteuil club. Nina rejoint Pierre à sa table, l'œil vif et malicieux. Il n'ose pas la questionner sur la nature de cette discussion ou l'identité du visiteur. Il a peur de briser le charme de cette journée, de fracasser la lanterne magique qui l'ensorcelle. Après plusieurs heures et des détours au maquillage, au rayon homme et à la bijouterie, Nina s'arrange avec le propriétaire d'une camionnette Renault qui, moyennant quelques billets, accepte de charger son véhicule sans demander de nom ni poser de questions, pour livrer des jouets, des vêtements et des caisses de nourriture de premier choix dans des foyers et orphelinats de la capitale. Cette opération ponctionne fortement leur pécule, dont il ne reste que 2 ou 3 milliers de francs. Pierre a perdu le compte de ce qu'ils ont dépensé. Le montant lui donnerait le tournis. Chargé de sacs et de cartons, au point de devoir à chaque transhumance demander de l'aide à 3 vendeurs, ils se déplacent en taxi, tant ils sont encombrés, qu'ils paient avec de vrais billets. Hors de question d'arnaquer un travailleur. Leur parcours se termine rive gauche, au Bon Marché, d'où ils ne sortent que pour prendre une suite au Lutetia voisin, sous une identité d'emprunt. Leur argent leur brûle les doigts, mais ils flambent avec gourmandise. La suite, ceinte de tentures orange et ivoire, s'ouvre sur un balcon au 3e étage de l'hôtel. Pierre laisse un pourboire au groom, pendant que Nina fait voler ses chaussures et saute à pieds joints sur le lit en riant. Elle pointe le phonographe du doigt et presse son compagnon avec une voix d'enfant capricieuse. « Mets de la musique, Pierre. Vite, je veux danser !» Il obtempère et trouve un enregistrement en 30 cm d'un big band de jazz de la Nouvelle-Orléans. Toujours perchée, Nina glousse de joie et danse en secouant la tête dans tous les sens. Ses bonds font grincer l'immense lit. Essoufflée quand le morceau au rythme endiablé se termine, elle se laisse tomber les bras en croix sur les oreillers et lui demande un truc plus calme. Pierre dispose d'un enregistrement de Fréhel, pour lui la chanteuse à la mode du moment. Il s'allonge à côté de la jeune femme qui reprend son souffle, en écoutant la triste mélopée populaire de « Dans la rue ». Dès qu'on a vu se barrer le soleil, tous les jours c'est pareil. Sans hâte, on descend sur le trottoir pour chercher les coins noirs. Fuyant le regard des flics, on a des espoirs de fric. Princesse de la boue, reine de la gadoue, fleur de pavé qui s'enroue. À la fin de la chanson, elle a retrouvé son souffle. Ils s'embrassent. Pierre espérait et redoutait ce moment depuis leur entrée dans la chambre.
Nina se colle à lui avec tant de naturel et de fougue qu'il parvient à se laisser aller et à mettre son corps au diapason. Le désir qui le submerge met ses doutes en sourdine. Sans plus échanger un seul mot, il se dévête et s'emploie à semer un désordre encore plus complet sur le lit jusqu'à la tombée de la nuit, ne s'interrompant que pour faire monter du champagne, une collation, et procéder à quelques séances d'essayage qui se concluent chaque fois par un déshabillage à la hâte pour se jeter de nouveau peau contre peau. À la nuit noire, ils délaissent l'impudeur de leur lit défait et fument une cigarette sur le balcon. Le boulevard Raspail est calme. Seuls quelques automobiles le sillonnent, pour la plupart descendant vers Montparnasse et ses nuits agitées. L'effervescence bruyante du quartier noctambule ne leur parvient pas. Mais sa proximité donne des envies de dérive nocturne à Nina, qui propose à Pierre d'aller cramer le reste de leur pécule dans le tourbillon des cabarets et clubs de cette partie de la capitale pour laquelle la grande crise économique n'est qu'une rumeur absurde. Encore dans l'euphorie de leurs étreintes, Pierre se sent un appétit nouveau pour la fête, et il n'est pas difficile à convaincre. Leur déambulation les conduit au bal nègre, où règne une folle exubérance. Dès la rue, ils sont aspirés par la file des voitures déversant un flot de fêtards hilars qui s'engouffrent dans le cabaret bondé. L'assemblée est élégante. On y croise de nombreux fracs et hautes formes. Mais Nina fait toutefois forte impression avec sa robe dos nu, ornée d'un immense homard rouge brodé. Dans la salle, où rhum et champagne coulent à flot, des dizaines d'Antillais dansent la biguine. De rares métropolitains s'y emploient sans parvenir à onduler aussi souplement. Plus que le meneur de revue affublé de son frac et sa canne, celle qui donne le rythme de la soirée est une ravissante chanteuse et danseuse dont Pierre ne tarde pas à connaître le nom. La reine des Montparnasse. Autour de cette reine gravite une cour bigarrée de peintres, de danseurs, de photographes et d'oiseaux de nuit. Des surréalistes qui ont fait de cet endroit leur point de rassemblement et attirent l'attention par leurs jeux iconoclastes et leurs tenues délirantes. Nina, qui entraîne Pierre malicieusement aux quatre coins du cabaret, pour que, dissimulés dans l'ombre, ils s'embrassent et se caressent à loisir, finit par croiser la route de cette bande joviale. Leur amitié s'impose immédiatement. Ils partagent le même goût du tumulte et de l'irrévérence, le même désir de l'excès, le même dégoût de l'ordre bourgeois. Tous s'attablent autour d'une pile de glace, d'où dépassent quelques goulots de bouteilles de champagne. Des présentations sont faites, mais Pierre, étourdi par la rapidité et la multiplicité de leurs paroles, ne saisit que quelques bribes de noms. Certains lui sont néanmoins familiers, membres tumultueux de l'avant-garde artistique des années folles, tentant de résister à l'envahissante morosité qui poisse les rues de la capitale depuis de trop nombreuses années. Pierre craint parfois de ne pas être à la hauteur, d'être pesant et maladroit, entouré de ces esprits agiles. Il se rassure en constatant qu'ils sont tous bienveillants, et finalement assez bêtement potaches entre deux fulgurances de leurs esprits endiablés. Sans se soucier des autres clients, nombre d'entre eux exhument du fond des poches de leur tenue extravagante des poudriers remplis de cocaïne. Deux hommes travestis en femmes tracent de longues lignes blanches sur la table, et chacun son tour, ils prisent cet euphorisant prohibé. Ne voulant pas passer pour un provincial mal dégrossi, Pierre ne saute pas son tour, même s'il essaie de ne pas trop en inspirer. Pourtant l'exaltation le gagne rapidement. Il rit fort et participe avec entrain aux discussions délirantes de la bande de surréalistes. Nina, quant à elle, doit en consommer plus que quiconque, arrachant quelques exclamations admiratives à Kiki, la reine de Montparnasse, ravie de trouver une égale dans cet exercice nocturne. Encore plus vive et électrique, Nina sort les billets de sa poche en claironnant. « J'ai fait une razzia de faux billets ce matin. C'est moi qui régale si vous n'avez pas trop peur des vaches. » « Ils ne vont pas les repérer ?» s'inquiète un poète échevelé et cravaté de rose. « On a jusqu'à demain pour tout claquer. Après, les numéros vont circuler, » précise Pierre avec une grimace triste à la pensée que cette parenthèse folle touche à sa fin. « De l'argent temporaire. C'est merveilleux. Tout l'argent devrait être temporaire. Ça obligerait les bourgeois à flamber leur sac de pognon. Rien ne servirait de l'accumuler. Ce serait la fin de la pauvreté. Plus de budget, plus de ministère. Flambons tout en 24 heures, sinon nous perdons tout. Quelle merveilleuse idée !» La conversation rebondit sur l'art, l'anarchisme, la psychologie et le sexe,
avec une liberté et une rapidité déconcertantes pour Pierre, qui alterne les moments d'euphorie et ceux où il craint de ne pas être à sa place, de ne pas être assez brillant pour Nina comme pour cette bande. Par instants, il se sent lent et inculte, puis il rebondit, porté par sa complice qui tourbillonne sans trêve ni doute. Ils dansent la biguine à en perdre haleine, boivent plus que de raison. Rien ne les atteint, et le club les recrache sur le pavé alors que le jour se lève. Ils font leurs adieux à la petite bande avec des promesses de retrouvailles qui sonnent de circonstance, mais ne manquent pas de chaleur. Nina et Kiki de Montparnasse tombent dans les bras l'une de l'autre, dans un étonnant moment de gravité. Elles se regardent dans les yeux, et Kiki pose sa main sur la joue de Nina, en lui murmurant des paroles d'encouragement et de bravoure, que Pierre ne comprend pas. Puis la joyeuse bande s'engouffre dans quelques taxis, et les deux se retrouvent seuls à marcher dans les rues qui les séparent de l'hôtel. Ils marchent collés l'un à l'autre. La matinée est froide et ils frissonnent malgré l'alcool et la cocaïne. Pierre sent que l'exaltation le quitte peu à peu, même s'il n'a toujours pas sommeil. Le bal des tramways et des autobus a démarré, les entourant d'un fracas continu, inquiétant, presque menaçant au sortir de l'atmosphère chaleureuse du bal nègre. Des gens gris se pressent sur les trottoirs et les bousculent pour attraper un de ces maîtres de la chaussée d'Urgne. Nous sommes nés trop tard. L'époque des surréalistes s'achève, maugrait Nina en contemplant le flot des automobiles. Et ils avaient pourtant l'air en forme. Ils flamboient encore dans les lieux de fête. Mais regarde autour de nous. Tout est triste. Ils ont perdu. Les costumes sombres et les uniformes ont gagné la bataille des idées. Tout est à refaire. Leur marche dissipe les derniers éclats de l'ivresse et laisse la place à une anxiété fébrile. Quand ils arrivent devant le Lutetia, Nina s'éloigne de Pierre et fuit son regard. « Je vais rentrer. Je me ferai livrer mes sacs de fringues, mais... Toi, profite de la chambre. Tu l'as jusqu'à midi. » « Tu ne veux pas monter avec moi ?»« Non. J'ai besoin d'être seul quelques heures. » Une terrible boule noire se développe en un battement de cils dans l'estomac du jeune homme. Une peur irraisonnée, celle de ne plus jamais revoir Nina, alors qu'à cet instant il donnerait son sang pour cela. Incapable de se retenir, il s'écrie « On se reverra ?»« Sûrement, oui. »« Quand ? Demain ? » ?»« Non. J'ai des choses à faire. Et je sais même pas comment te retrouver. » Nina soupire et lui serre la main. Elle regarde passer un bus bondé, puis se retourne vers lui et lui dit lentement, comme pour s'assurer qu'il s'imprègne bien de ses paroles. « Tu sais, on ne sera jamais un couple. Il ne faut pas que tu attendes ça de moi. Je ne crois pas aux liens et aux contraintes, quelles qu'elles soient, même les plus douces. Oh, j'essaierai pas de t'enfermer, je t'assure. Je le sais bien, tu es gentil. Mais ces choses sont insidieuses. Elles entrent peu à peu dans la tête, dans l'existence. On se met à dépendre de l'autre, à aimer et souhaiter sa propre prison. Je veux pas de ça. Je suis incapable de te le donner. Il faut que tu le comprennes et que, surtout, tu n'en souffres pas. Je ne sais pas. Je sais que ce qui me ferait souffrir, c'est de ne pas te revoir. Je ne le supporterai pas. Je sais où vous trouvez, monsieur l'éditeur. T'en fais pas. Paris n'est qu'un gros village prétentieux. Ils s'embrassent, et Pierre regarde Nina s'éloigner vers une station de taxi. Il brûle de lui courir après, de la retenir, de ne jamais la quitter. Il sait que cela la ferait fuir encore plus vite. Alors il se contient, à grand-peine. La jolie silhouette et sa robe homard se faufilent entre les files de voyageurs en gabardine grise. Sa touche de couleur s'estompe et finit par disparaître dans une voiture, laissant le jeune homme abasourdi, terrifié à l'idée que la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée vienne de s'évanouir pour toujours. Chapitre 3. Pierre fait l'amère expérience du retour au quotidien pendant les semaines qui suivent. Lors de cette nuit inattendue et inespérée, il a touché du doigt quelque chose de si lumineux, si bouleversant, si riche, que revenir à ses allers-retours entre son modeste meublé de la rue de Tolbiac et le bel immeuble de l'avenue de la Bourdonnais, dans lequel il n'occupe qu'un modeste bureau sans lumière directe, lui cause une profonde mélancolie.
On attend d'un employé aux écritures comptables une discrétion pleine de modestie. Pierre s'y emploie chaque jour. Chez De Noël et Steele, il n'a jamais parlé à ses collègues de ses projets d'écriture, n'a jamais exprimé ses désirs ou ses aspirations, ne s'est jamais confié. Aujourd'hui, la grande tristesse qui l'accable passe à son tour inaperçue. Personne n'entend les grands soupirs qui se perdent au-dessus de ses cahiers de comptes à petits carreaux. Personne ne voit les cernes qui bordent ses yeux trop peu reposés par des nuits malheureuses. Il ne parvient ni à travailler à son prochain roman, ni à poursuivre les démarches pour faire imprimer le premier. Il n'a passé que 24 heures avec Nina. Pourtant, il ne sait pas comment envisager la vie sans elle. Mais a priori, elle n'a pas de temps à perdre avec un modeste employé sans idéal, incapable de faire publier son travail. Elle, si vive, si brillante, si passionnée. Il s'enfoncerait dans le sol s'il le pouvait. L'activité de la maison d'édition bat son plein. Robert de Noël flaire les succès et sait même les provoquer. Céline, Aragon, Artaud, Freud. Les grands textes se succèdent et la société jouit d'une insolente prospérité, dont Pierre a la primeur puisque c'est lui qui rentre tous les chiffres dans ses cahiers à carreaux. De Noël sait faire profiter ses employés et ses auteurs de cette manne. Sa grande angoisse de voir partir l'un d'eux chez Gaston Gallimard, son ennemi juré, avec lequel il se livre une bataille farouche, le motive à rétribuer confortablement les efforts de tous. Le grand brin ombrageux ne veut pas nourrir de vipères en son sein. Il se montre donc aussi généreux qu'impitoyable. L'ensemble de la maison vit sous le rayon ardent de son charisme, de ses choix éclectiques. Prêt à tous les combats et polémiques, il ne choisit pas selon des critères idéologiques ou moraux. Il veut éditer les textes qui comptent, qui font le débat. Il les veut tous, sans exception, de Rebatté à Aragon. Pierre travaille depuis plus d'1 an chez De Noël et Steele, où il est arrivé au moment du succès retentissant de Voyage au bout de la nuit, quand la maison a dû se structurer pour gérer cette forte houle. Il n'a longuement parlé à Robert de Noël que lors de son embauche en tant que comptable, alors qu'il n'était arrivé à Paris que depuis 6 jours. Il lui a alors fait part de ses envies de devenir écrivain, sans oser lui dire qu'un premier roman était déjà écrit. Après cette conversation, ses rapports avec l'éditeur se sont limités à quelques mots courtois au gré des couloirs et des portes, la stature de l'éditeur étouffant les velléités de Pierre d'aborder le sujet de ses écrits. Par ailleurs, De Noël n'a jamais fait montre d'un intérêt prononcé pour la comptabilité. Les comptes sont bons, voire excellents. Il peut payer ses auteurs et financer la promotion qu'il souhaite. Les détails lui importent peu, et il paye Pierre précisément pour ne pas avoir à s'en soucier. Le jeune homme masque donc difficilement sa surprise quand, ce jour d'avril 1934, Gisèle, la secrétaire personnelle de l'éditeur, vient lui demander de se rendre dans son bureau. De Noël l'attend, assis derrière les piles de manuscrits qui submergent sa table de travail en permanence. Seule son épaisse tignasse noire émerge au-dessus de la cime neigeuse des montagnes de papier. Pierre s'assoit et l'écoute grommeler. La peste soit de ces politiques qui se piquent d'écrire. Ils se caressent le fondement avec une plume et barbouillent de leurs piètres semences des feuillets qui ne méritent pas un tel outrage. Il faut être bien sot pour avoir envie de lire ces pinsommes. Il conclut cette saillie en balançant une volée de feuilles par-dessus son épaule. Que ces mauvaises graines ne repoussent jamais. Puis il écarte 2 piles de textes en attente de lecture, afin de pouvoir dévisager Pierre, qui se tasse au fond de son fauteuil. « Avez-vous confiance en moi, Pierre ?»« Bien sûr, monsieur de Noël. Votre honnêteté et votre franchise sont louables. »« Pensez-vous que je sois un bon éditeur ?»« Sans doute le meilleur, je dirais. »« Bon, un peu de flatterie ne nuit pas. » Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous appelez des imprimeurs dans tout Paris pour leur demander d'imprimer votre premier roman sans même me l'avoir donné à lire ? C'est-à-dire, je n'aurais jamais osé vous le demander, monsieur de Noël. Eh ben, vous êtes un sot. Les éditeurs sont comme les femmes, ils se conquièrent. Ils ne pardonnent pas la timidité. Vous n'envisagez pas de le sortir chez Gallimard ? Je peux tout pardonner, mais pas ça. Non, non, bien sûr. Je vous ferai jamais une telle offense. Vous êtes encore un sot, alors. Dans l'édition comme dans la séduction, tous les coups sont permis. Et ce coquin de Gaston Gallimard ne manque pas de talent. Faut-il que je vous supplie, ou envisagez-vous de me donner ce texte à lire avant que je ne parte à la retraite ? Je vous l'apporte tout de suite, monsieur. Parfait.
Et vous prendrez une semaine de congé. Je vous les paie. Vous avez une sale mine et votre tristesse fait peine à voir. Je ne sais pas quelle est la jeune femme qui vous cause cet émoi, mais il faut que vous arrangiez ça. J'apprécie la mélancolie amoureuse, voire un peu de désespoir chez mes auteurs, mais je vous avoue que chez mes comptables, elle m'effraie un peu. À moins que votre roman ne soit assez bon pour que vous changiez de rechef de catégorie. J'aimerais assez que vous retrouviez un peu de joie de vivre. C'est le printemps. Paris est plein de jeunes femmes avenantes. Alors profitez-en. L'éditeur se lève et raccompagne Pierre jusqu'à son bureau, où celui-ci lui remet son précieux manuscrit, qu'il emporte partout avec lui. Merci. J'en prendrai grand soin et je vous dirai ce qui cloche, si je décide de ne pas le publier. Puis, interpellant sa secrétaire, qui passe non loin d'eux dans le couloir, « Gisèle, mon petit, n'auriez-vous pas par hasard une cousine aussi ravissante que vous qui chercherait un cavalier pour l'accompagner au bal? Ce jeune écrivain a besoin de changer l'eau de son bocal. Les poissons y étouffent. » « Oh, monsieur, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débaucher mes cousines. Il y a une jeune femme charmante qui a demandé après Pierre ce midi, et qui attend sa sortie sur un banc du Champ de Mars. »« Ah, on dirait que vos souffrances touchent à leur fin, s'esclave de Noël, goguenard. » Incapable d'attendre la fin de sa journée, Pierre se fait excuser 1 heure plus tôt et dévale les escaliers pour courir jusqu'au banc où Nina l'attend, sagement plongée dans la lecture de Héliogabale ou l'anarchiste couronné, paru quelques semaines auparavant chez De Noël et Style. Habillée à la garçonne, en pantalon et chemise, elle détonne dans ce quartier où la plupart des bourgeoises n'ont toujours pas abandonné le corset. Un grand sourire illumine le visage de la jeune femme, mais elle ne se précipite pas vers Pierre. Ses effusions sont pondérées. Elle lui dépose un rapide baiser sur les lèvres, puis lui fait signe de s'asseoir à côté d'elle alors qu'elle referme le livre. « J'aime beaucoup, Artaud, » commande-t-elle. « Tes collègues ont été gentils? Ils m'ont donné cet exemplaire. » Artaud a compris bien plus que d'autres la place du corps et de l'inconscient dans le théâtre. Tu as vu une de ses pièces? Non, j'ai juste lu Héliogabale. C'est complexe, mais brillant, en effet. Il est si torturé. Je crois qu'il va monter sa première pièce comme metteur en scène dans quelques mois. On ira si tu veux. Par ses propos anodins, Nina ne laisse pas de place aux interrogations de Pierre. Il fait bonne figure et fige un sourire sur ses lèvres. Il comprend que la jeune femme ne veut pas parler des raisons de son absence, ni l'entendre se plaindre de ne pas l'avoir vue. Il doit faire comme s'il s'était quitté la veille. Pas d'engagement, pas de comptes à rendre, ou il la perdrait. Il ne prend pas ce risque. « Tu travailles demain ?» ajoute-t-elle. « Non, on vient de m'accorder 1 semaine de vacances. Mes premières depuis plus d'1 an. Vous êtes syndiqués là-dedans ou vous êtes des victimes consentantes? De Noël est bienveillant, tu sais. Ouais, on dit ça de la plupart des tyrans. Allez, je veux pas t'ennuyer avec ça. Tu as le droit de l'aimer, ton exploiteur. La communauté libre d'Hermont accueille les militants qui souhaitent venir la visiter demain. Ça te dirait? Je sais pas. Ce sont des anarchistes? Évidemment. Des végétaliens. C'est une colonie autogérée, la plus proche de Paris. Elle a plus d'une dizaine d'années maintenant. Tu n'en entendras pas parler dans les journaux, c'est sûr. Mais si ça te dit, on prend le train ce soir, on dort là-bas, et on rentrera demain soir? Pierre ne saurait refuser, même s'il n'a aucune affaire de rechange, ni aucune idée de ce à quoi ressemble une colonie anarchiste. Tout au plus sait-il ce qui se dit des végétaliens, des farfelus qui mettent leur santé en péril en refusant de manger de la viande, des œufs ou toute matière d'origine animale. Alors qu'il se dirige vers le métro, Nina lui précise qu'ils doivent passer chercher 2 autres militants. Autour d'eux, l'atmosphère est tendue. Les rues qui jouxtent le Champ de Mars sont occupées par des militaires en tenue, des automitrailleuses et quelques cavaliers. Les passants baissent la tête et accélèrent le pas. La manifestation du 1er mai, prévue 3 jours plus tard, inquiète fortement le gouvernement qui a déployé 12 régiments d'infanterie et 10 escadrons de cavalerie pour se prémunir d'un début d'insurrection. Après les manifestations fascistes de février, le Parti communiste appelle à une manifestation et une grève générale inédite par son ampleur, pour montrer que la France résisterait à toute tentative de prise de pouvoir factieuse. Paris devient une place forte à défendre. Pierre n'avait jamais vu autant de soldats déployés à chaque coin de rue. Les débuts de la semaine s'annoncent très tendus dans la capitale. Nina enrage, en affirmant que, sous couvert de protéger les institutions,
Le gouvernement met en place tous les moyens nécessaires à un coup d'État. Elle le regrette, mais les anarchistes ne participeront pas à la manifestation. Ils refusent la main tendue hypocritement par les communistes. La répression contre les anarchistes fait toujours couler le sang en Russie. Se lier à eux ici est impensable pour la majeure partie du mouvement. L'alibi de la menace fasciste ne forcera pas un rassemblement des progressistes sous drapeau rouge. Beaucoup trouvent que l'arnaque est trop grossière. Dans le métro, la présence militaire reste suffocante pour la jeune femme, qui masque à grand-peine son dégoût chaque fois qu'il croise un uniforme. À peu de distance de la station Crimée, il retrouve les compagnons de Nina qui sortent du foyer végétalien situé au 40 de la rue Matisse. Cette localisation n'est pas sans panache, dans un quartier populaire récemment sorti du sol, à quelques centaines de mètres des abattoirs géants de la Villette, la cité du sang, comme l'appellent les riverains, et ses plus de 30 000 bêtes mises à mort et dépecées chaque jour. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment bas et austère accueille un restaurant proposant des menus sans viande, œufs ni poissons. À l'étage, on peut prendre des cours de sciences et assister à des conférences sur les pratiques de vie préconisées par les végétaliens. Sobriété alimentaire et vestimentaire, autosuffisance, soins du corps, liberté des mœurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.